Salut Booktube, je reviens pour continuer mes dernières lectures du mois de mai. C'était un mois, comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, assez peu riche en lecture puisque j'ai assez peu lu. Mais du coup 2 vidéos ça suffira. Je vais vous présenter 4 lectures aujourd'hui. Sans plus attendre, on va commencer tout de suite. C'était plutôt des bonnes lectures dans cette vidéo, donc pas de rage de ma part. Je me lance avec le premier livre. Il s'agit de Amari and the Night Brothers de B.B. Alston. Il a été traduit sous le nom de Amari et le Bureau des Affaires Surnaturelles chez Bayard Jeunesse par Sidonie Van den Dries. Il s'agissait de l'Explora livre anglophone de ce mois-ci. On voulait mettre un petit peu de middle grade pour changer. Et du coup, ça a parfaitement fait tout ce que j'en voulais, tout ce que j'attends d'un middle grade. Je vous fais le résumé tout de suite. Dans Amari, on va suivre le personnage de Amari qui est une jeune fille noire et assez pauvre qui a une bourse et donc est étudiante dans un collège mais blanc et riche, donc elle se fait un petit peu taper dessus gentiment et elle arrive de moins en moins à le gérer, notamment depuis que son grand frère Quentin a disparu. Elle refuse de croire qu'il est mort, mais personne n'a de nouvelles et il a disparu dans le cadre de son travail et personne ne sait vraiment ce qu'il fait. La police suspecte que c'est un trafiquant de drogue, mais Amari refuse de le croire. Et un jour, en rentrant de l'école, elle va se faire livrer un colis qui est signé de son frère et qui lui dit d'aller voir dans son placard. Et elle trouve une sorte de souvenir de son frère qui va lui expliquer qu'il travaille en réalité dans le bureau des affaires surnaturelles et que tout le surnaturel existe. Et donc qu'elle pourra aller au bureau des affaires surnaturelles. Elle se voit offrir une place dans un camp d'été pour les personnes qui peuvent travailler au bureau des affaires surnaturelles et devenir une agent comme son grand frère. Et donc elle va accepter d'y aller pour l'été, mais pour elle plutôt pour retrouver son frère et avoir des indices sur sa disparition. On est dans un middle grade parfait, je trouve, avec tout ce qui fonctionne dans un middle grade. On a des amitiés très fortes, aussi des rivalités très fortes avec une found family que j'ai trouvé extrêmement sympa. On a également une école de magie, plus ou moins école, hein. C'est un camp d'été, mais bon, finalement ça fonctionne un peu de la même façon. On a des adultes qui sont quand même assez présents et qui mettent des limites aux enfants, ce que l'on a parfois pas tant que ça dans les middle grades, mais qu'on perd carrément dans les young adultes, et ça c'est extrêmement appréciable. J'ai trouvé que l'intrigue se suivait toute seule, c'est vraiment un livre qui se dévore. Ça va très bien avec tout l'univers et les événements qui se passent sont assez logiques, même si ça s'enchaîne très rapidement et qu'on ne s'appesantit pas sur chaque événement, c'est assez logique vu le public cible. On est vraiment avec une intrigue qui se lit toute seule avec des retournements de situation qui sont très bien amenés et qui honnêtement m'ont surprise, donc pour du middle grade c'était quand même pas mal. Et dans tous les cas c'est extrêmement bien mené. L'univers développé est très intéressant, même si j'ai trouvé que le côté surnaturel magique partait parfois un peu dans tous les sens. On manque un peu de règles, mais honnêtement c'est pas le plus important. On a vraiment une ambiance qui est extrêmement bien faite, un côté magique, merveilleux aussi qu'on retrouve tellement dans les middle grades qui est fascinant. On a par exemple des ascenseurs qui parlent et avec certains ascenseurs qui vont nous emmener volontairement pas au bon endroit, etc. Donc on a vraiment ce côté un petit peu la magie qui est dans toutes les choses que l'on connaît au quotidien, et ça j'ai trouvé ça hyper bien, c'était vraiment hyper réconfortant, hyper doux. Pareil, les personnages sont très bien pour des middle grade. Amari est une protagoniste que j'ai trouvée très intéressante, assez réfléchie pour être intéressante à suivre, mais tout en ayant des failles et des questionnements d'adolescente, enfin de jeune adolescente puisqu'elle a 12-13 ans. Elle est très bien représentée pour son âge. J'ai beaucoup aimé sa colocataire de chambre puisque elle lie une amitié que j'ai trouvée extrêmement belle, extrêmement touchante. J'ai beaucoup aimé également son partenaire qui s'appelle Dylan, que j'ai vraiment adoré. Bref, beaucoup d'histoires d'amitié que j'adore.
On a aussi la personne rivale qui est Lara, qui est une peste absolue, mais comme il en faut dans pas mal de middle grade finalement, et que j'ai trouvé très bien développée également. Pas trop manichéenne puisqu'elle a vraiment des raisons et qu'on voit qu'elle n'est pas si méchante que ça au fond, même si ça n'excuse pas ce qu'elle fait, on est d'accord. On a également toute une discussion en sous-texte sur le racisme et sur la pauvreté, sur la discrimination en fonction du statut social que je trouve très intéressante, qui est très bien amenée. Je trouve que c'est extrêmement bien d'avoir des protagonistes noirs dans un middle grade avec notamment des partis pris de couverture qui sont très intéressants avec vraiment la protagoniste au centre. Donc ça, je trouve ça extrêmement intéressant, j'imagine tous les petites filles et les petits garçons noirs de la cible qui voient ça et j'imagine qu'ils doivent avoir envie de se tourner vers ce genre de livre. Alors je trouve que c'est extrêmement bien que ça existe. Franchement, si vous aimez les jeunesses, je pense que ça va passer tout seul. Je sais que dans l'Explora Livre, certaines personnes ont trouvé que c'était trop jeunesse. Moi, c'est un genre que j'apprécie énormément, donc ça ne m'a pas dérangée et vraiment, ça se lit tout seul. J'ai beaucoup aimé les thématiques, je trouve que c'est un de ces livres qui ne prend pas les enfants pour des débiles et qui sait qu'ils peuvent réfléchir par eux-mêmes. Et ça, je trouve ça extrêmement cool. Vous en doutez, c'est un middle grade, donc l'anglais est très accessible. Je vais enchaîner tout de suite avec le second Explora Livre qui était le tome 2 de Capitale du Nord, qui s'intitule Mort au jet de Claire Duvivier, publié aux Forges de Vulcain. Je ne vais pas vous faire de résumé du tome 2, il faut juste savoir qu'on suit directement les événements du tome 1, mais pour vous refaire un résumé du premier tome plutôt de Capitale du Nord, on va suivre un groupe de 3 personnes dans la ville de De Haven, qui est une ville d'inspiration Amsterdam ou ville nordique des Pays-Bas et où règne vraiment le côté cartésien où l'imagination est bannie. Et on va suivre 3 protagonistes, il y a et notamment Amalia, notre point de vue principal, notre narratrice principale, qui est une enfant aristocrate d'une famille noble mais qui a eu une éducation assez poussée aux côtés de ses 2 autres camarades, mais il y a quand même dans leur trio Jonas qui vient d'une famille un peu plus pauvre mais qui a eu la même éducation qu'eux. Et ces 3 personnes vont mettre la main sur des objets aux propriétés un petit peu magiques. Et on va voir comment ça va se dérouler avec beaucoup de fils qui vont être tissés sur la place de la magie, de l'imagination, etc. dans cette ville très cartésienne, la place également des discussions politiques, etc. J'avais plutôt beaucoup aimé le premier tome de Capitale du Nord et on reste ici, je trouve, dans la même veine. Mais on passe quand même un cran au-dessus. J'ai trouvé que la première partie était très bien menée, mais j'ai trouvé que la deuxième partie perdait un petit peu son intérêt. J'étais un petit peu lassée parfois parce que ce n'était pas forcément ce que j'en attendais. On perd beaucoup, j'ai trouvé, dans ce tome, tout ce côté fantastique, tout ce côté surréaliste qu'on aimerait mieux comprendre et qu'on aimerait mieux développer dans ce second tome parce que c'est vraiment sur cet aspect-là que se concentrait le premier tome et ici on le perd beaucoup et à la place on met beaucoup l'emphase, je trouve, sur le côté politique qui est certes très intéressant mais abordé de façon trop floue, trop distante pour que l'on puisse vraiment appréhender tous ces enjeux particulièrement. Il y a une raison très simple à ça, c'est qu'on suit vraiment directement le personnage d'Amalia qui est très traumatisée par ce qui s'est passé et c'est une très bonne représentation d'un épisode post-traumatique puisque elle va avoir une vision un peu floue de tout ce qui va se passer au cours de ces semaines, de ces mois qui se déroulent dans le tome 2. Tout se mélange un petit peu et encore plus avec ce qui va se passer. Mais du coup, avoir toute une emphase sur un côté très politique, très rationnel, très réfléchi, etc., sachant qu'on n'en connaît pas non plus tous les codes, était un petit peu gênant parce que en fait on ne pouvait juste pas tout comprendre et on avait l'impression de louper plein de trucs, ce qui était volontairement le cas. Mais du coup on manquait du côté fantastique qui était la raison pour laquelle j'attendais ce livre en fait, et on se concentre sur un versant complètement autre qui n'est pas du tout ce que j'en voulais et qui n'est pas forcément fait à la hauteur de ce qui aurait été nécessaire pour que j'arrive à m'impliquer dans cette histoire.
C'est pour ça que la deuxième partie et le climax m'ont un peu déçue et ont fait que le deuxième tome est assez en demi-teinte finalement. De façon globale, j'ai quand même bien apprécié cette lecture, ça se lit tout seul. Le personnage d'Amalia s'améliore énormément dans ce tome, elle grandit beaucoup par rapport au tome 1 et ça c'est très appréciable. Mention spéciale pour la plume de Claire Duvivier qui est absolument magnifique et qui évolue au fil du tome, puisque on commence avec une protagoniste qui est complètement ancrée dans son milieu totalement noble, totalement bourgeois et qui va devoir se mêler à la plèbe entre guillemets, et donc on va avoir une narration et une écriture qui évoluent vraiment avec des imparfaits du subjonctif de partout dans le tome 1 et au début du tome 2 mais qui disparaissent au fil du temps. C'est fait de façon très graduelle et à tel point qu'on s'en rend même pas forcément compte jusqu'à ce que la protagoniste se retrouve un petit peu propulsée dans son monde d'origine et il y a un imparfait du subjonctif qui refait surface et d'un coup c'est le gros choc et on réalise tout le chemin qu'on a parcouru entre cette façon de narrer l'histoire, cette façon d'écrire très soutenue et quelque chose de plus actuel, on va dire. Vraiment, c'était fait de façon admirable. Il y a aussi tout un autre jeu avec la langue qui est développé dans le milieu du récit, mais vous en dévoilez plus, ce serait spoilé. Nous avons fait de toute façon un live dédié avec Lucie et Pénélope, je vous mettrai le lien évidemment si vous voulez aller le voir. On a fait une grande partie sans spoiler si ça vous intéresse d'avoir des avis peut-être plus positifs que les miens. Ensuite, pour le Sororité Challenge de ce mois, le but était d'avoir de la mythologie et pour la mythologie, j'ai écouté le livre Stone Blind de Natalie Haynes qui était présenté comme une réécriture du mythe de Méduse. Et donc à tort, je m'attendais, comme beaucoup je pense, et c'est pour ça que je fais ce petit disclaimer, cette petite information, je m'attendais à quelque chose du type de Circé de Madeline Miller, avec quelque chose qui a beaucoup l'emphase sur le personnage de Méduse et sur son évolution, etc. Ce n'est pas du tout le cas et si j'ai réussi à réajuster mes attentes assez rapidement et si le livre était assez bon de façon globale pour me transporter malgré cette petite déconvenue, ce n'était pas le cas pour tout le monde et donc si vous êtes intéressé par ce livre, ne le lisez pas en vous attendant à une introspection de 300 pages sur le personnage de Méduse, ce n'est pas du tout le cas. Ici, on va suivre, donc comme le résumé l'indique, l'histoire du mythe de Méduse, mais vraiment de A à Z, c'est-à-dire qu'on va suivre de nombreux points de vue et tous les acteurs qui vont mener à la mort de Méduse, enfin à l'assassinat de Méduse par Persée, et on va vraiment suivre tous les acteurs de cet événement, et en fait toutes les histoires, tous les moments de l'histoire et de la mythologie grecque qui vont mener à cet instant où Persée va décapiter le personnage de Méduse. On va voir la naissance d'Athéna, la naissance d'Héphaïstos, le combat des dieux contre les géants, la naissance d'Athènes, en tout cas le mythe autour de la bataille entre Athéna et Poséidon pour Athènes, le mythe entre Dana et Zeus pour la naissance de Persée, les Gorgones évidemment, mais ce n'est qu'une petite partie du texte. On a vraiment énormément de mythes grecs qui sont abordés. J'ai appris beaucoup de choses alors que je m'y connais quand même pas mal à force de lire des réécritures de mythes grecs. Et le message global du livre est plus de voir à quel point les dieux sont des connards absolus et qui vont assujettir vraiment les mortels et qu'ils vont faire des crasses à tous les mortels sans jamais y penser une deuxième fois. On a toute une notion aussi sur le fait que les dieux finalement n'envisagent pas non plus les conséquences comme les mortels le font et donc on a toute cette emphase là-dessus, aussi une grande emphase sur le fait que les héros n'en sont pas vraiment. Persée est présenté tout au long du livre comme un débile fini, ce que j'ai adoré et ça m'a fait beaucoup rire. Il est présenté comme un idiot et on a aussi tout ce message évidemment sur le fait que les monstres ne sont pas vraiment des monstres, en tout cas
ce que l'on appelle des monstres par leur physique ne sont peut-être pas les personnes les plus monstrueuses de la planète. Donc on a énormément de choses qui se mêlent, on a beaucoup de points de vue différents et beaucoup d'histoires différentes qui vont s'entremêler. On ne perd jamais le fil et c'est ce que j'ai trouvé extrêmement impressionnant. C'est très intéressant comme façon d'aborder les mythes, de voir un petit peu les interconnexions de tout et à quel point en fait il y a tellement de choses qui ont fait converger vers ce moment, cet instant où Persée doit aller tuer la Gorgogne. Et vraiment j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, hyper bien mené et on a envie de savoir où va l'histoire. C'est tellement intéressant que malgré des personnages en arrière du récit et vraiment pas au centre, finalement ça ne m'a pas dérangé alors que c'est vraiment quelque chose qui m'embête d'habitude. Là on a juste assez d'informations pour vraiment comprendre les personnages et leurs dilemmes moraux, mais c'est vraiment pas le cœur du récit, ne vous attendez pas à ça. Si vous voulez en apprendre plus sur la mythologie grecque avec un regard peut-être plus neuf, peut-être plus féministe, moins centré sur les soi-disant héros et qui critique beaucoup la vision des dieux, alors allez-y parce que je pense que ça peut vous plaire. Si vous voulez savoir un petit peu le genre de remarques sympathiques, Zeus est caractérisé au début du livre par son incontinence sexuelle et je trouve ça extrêmement drôle. C'est le genre de choses que vous aurez dans ce livre. Franchement, c'était hyper cool. Ensuite, vu que j'étais un petit peu dans une panne de lecture, en tout cas dans un agacement de ces livres que je ne finissais pas, je voulais un livre dont la qualité m'a été vantée maintes et maintes fois et que je devais lire depuis des années maintenant. Il s'agit de Station 11 de Emily St. John Mandel qui a été traduit sous le même nom aux éditions Rivage par Gérard Decherge. C'est un livre, comme je l'ai dit, que je devais lire depuis des années, qui est extrêmement réputé dans l'univers de science-fiction et de post-apocalyptique. C'est un livre très ambitieux et qui a également une saveur un petit peu particulière depuis les années 2020, puisqu'il s'agit d'un post-apocalyptique post-pandémie virale et donc forcément ça rappelle certaines choses, même si dans ce livre là c'est beaucoup plus sévère que ce qu'on a pu vivre avec le Covid, mais globalement ça n'en devient pas ridicule ou cliché ou irréaliste. Donc je trouve que c'est assez admirable quand parfois quand les choses se passent comme ça pourrait se passer dans un livre, et ben le livre perd en qualité et là c'est pas du tout le cas. Dans Station 11, on va suivre deux timelines qui vont finir par se rejoindre. On va suivre la première timeline juste avant la pandémie et il s'agit d'une scène de théâtre où est joué Shakespeare, le roi Lear, et Arthur, l'acteur du roi Lear, va mourir d'une crise cardiaque sur la scène et donc on va voir toutes les personnes qui gravitent autour de lui, on va voir aussi son passé, etc. On va voir leur histoire, son amour aussi pour le jeu d'acteur, pour Shakespeare, jusqu'à du coup ce moment où il va mourir sur scène. C'est la première scène du truc donc c'est pas un spoil, et ça, cette mort sur scène, c'est quelques jours avant le début de cette pandémie. Et la deuxième timeline, c'est 12 ans je crois ou 20 ans après la pandémie qui a en fait détruit la société, puisque plus de 95% des personnes sont mortes de ce virus et donc le reste c'est un peu réorganisé. On a vraiment un univers post-apocalyptique mais très proche, avec un événement explosif qui a vraiment fracturé tout ce qu'on connaissait de la société. Et dans ce moment on va suivre une troupe de théâtre, musique ambulant qui donc arpente les petites villes ou équivalent de petites villes pour notamment jouer du Shakespeare. Et donc on a ce parallèle entre les deux avec des timelines qui vont finir par se rejoindre, on va comprendre d'où viennent certaines références, etc. J'ai trouvé que c'était très bien fait, j'ai beaucoup apprécié ce livre. Ce n'a pas été un coup de cœur, mais je trouve qu'il était très bien fait. Ça donne une vision très intéressante et très différente du post-apocalyptique, une vision qui pourrait être un peu élitiste à premier abord, puisque ça va être comment on se souvient de la littérature, comment impacte l'art sur la société, etc. Donc ça paraît assez
pompeux à premier abord, mais finalement ça ne l'est pas du tout quand on lit, et je trouve que c'était une approche très intéressante du post-apocalyptique puisque ça a caractéristique très proche de notre époque finalement, puisque c'est seulement 10 à 20 ans dans le futur, en tout cas après la pandémie. Ça permet d'avoir toute cette discussion de comment on vit en se souvenant de l'avant, en se souvenant de ce qui existait avant, comment on survit comme ça, comment on survit avec ces pensées-là, ces souvenirs-là, comment on vit aussi quand on sait que ça a existé, quand on était là quand ça a existé, mais qu'on ne s'en souvient pas. Et c'est le cas d'une des protagonistes qui avait 5-6 ans au moment de la pandémie et qui du coup ne s'en souvient pas très bien, ou on s'en souvient très très peu. Et donc comment on vit à ce moment-là, quelle quête on a de l'art, du passé, des vestiges de l'ancienne civilisation, quelle importance ça va avoir, quelle importance aussi pour ces personnes donc, qui y ont vécu, qui ont passé du temps, qui ont des souvenirs de ce moment-là, les personnes qui ont vécu sans souvenir, et également les nouvelles personnes qui n'ont jamais connu de près ou de loin cette partie de la civilisation. On a vraiment ce côté nostalgie du passé, nostalgie de l'art, de ce qu'on pouvait produire, l'importance de l'art, qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains dans une société donnée. Et je trouve que c'est une question intéressante qui met totalement de côté les questions de survie alors que c'est essentiel à leur vécu, mais en fait ce n'est pas ce qui est le plus important pour eux parce que ce sont vraiment des personnes qui vont rechercher l'art, rechercher la musique, le théâtre, etc. Et je trouve que ça change vraiment de ce qu'on peut avoir d'habitude dans le post-apocalyptique, ça c'est vraiment très intéressant. Le côté pandémie, quand on vit un petit peu ce moment de pandémie, était extrêmement bien géré aussi, j'ai trouvé. Et franchement, c'était extrêmement intéressant. Si ce sont des thématiques qui vous parlent, qui vous intéressent, n'hésitez pas à le lire parce que c'est vraiment un des piliers, je pense, à l'heure actuelle du post-apocalyptique et de la science-fiction. Et c'est vraiment pour ces thématiques-là, je trouve qu'il est important. Les personnages sont un petit peu en retrait malgré tout, et c'est peut-être pour ça que je ne me suis pas investie autant dans leur trajectoire, mais ça fait aussi partie du jeu du livre. J'ai trouvé aussi que l'alternance des deux timelines était extrêmement bien faite parce que on va comprendre d'où viennent certaines choses puisque la protagoniste du futur possède des bandes dessinées qui se passent sur la Station 11 et qui n'existe qu'en 1 ou 2 exemplaires, il me semble. Et on réalise en fait que la personne, donc Arthur, la personne qui meurt pendant sa représentation de Shakespeare, possédait ces bandes dessinées et on va voir d'où elles viennent, comment elles ont été créées. Et donc c'est le vrai fil rouge, ça va être toute cette bande dessinée qui a animé finalement tellement de personnes sur un arc complet de 30-40 ans et je trouvais que c'était extrêmement bien fait. Les parallèles entre le passé et le futur sont très très bien. Vraiment, lisez Station 11, c'est extrêmement intéressant. J'ai hâte de lire les autres livres de l'autrice et je vous le recommande chaudement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je fais des dernières lectures régulièrement. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce si vous avez apprécié, à me le dire en commentaire ou à me dire vos dernières lectures, si vous en avez déjà lu, etc. Même un emoji, c'est très bien. Je voulais vous remercier aussi d'être toujours plus nombreux et nombreuses sur la chaîne, ça me touche énormément. Mais en attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.